Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches et des entrepreneurs? Si l'on s'en tient à l'impact de la prochaine loi de finances pour la seule année 2018, l'assertion paraît difficilement réfutable. Il suffit de superposer les différentes mesures pour s'en rendre compte. 1. Les 4,2 milliards transférés aux détenteurs de patrimoine via la refonte de l'ISF et la flat tax sur les revenus du capital. 2. La hausse de la CSG, moins que compensée cette année par une baisse des cotisations salariales pour les actifs, puisque cette baisse est décalée en janvier et octobre. Cette hausse de CSG est de surcroît applicable aux retraités au-dessus d'un certain seuil de revenus, sans pouvoir être compensée par la baisse des cotisations. Les retraités voient ainsi leur pouvoir d'achat entamé dès lors qu'ils gagnent plus de 1 200 € par mois et qu'ils ne détiennent que de petits patrimoines. 3. Il faut ajouter 3 milliards de consolation via la décrue d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des redevables, visant plutôt la classe moyenne. Il est clair alors que ce budget profite cette année d'abord aux plus fortunés, mais pas n'importe lesquels, ceux qui participent au financement de l'économie productive. Si l'on adopte maintenant un autre mode de présentation selon que l'effort fiscal est porté par les ménages, les entreprises ou les détenteurs de patrimoine, on voit rapidement que du côté des ménages, la baisse de la taxe d'habitation pour 3 milliards est plus que compensée cette année par la charge nette qu'induit le basculement inachevé des cotisations sur la CSG, soit plus 3,7 milliards, à quoi il faut ajouter la fiscalité du tabac, plus 0,5 milliards, soit 1,2 milliard d'accroissement des impôts pour les ménages en tout. Sans compter l'alourdissement de 3,7 milliards de la fiscalité énergétique, qui se répartit sur tous les acteurs, mais pèse davantage sur les ménages. Côté entreprise, il y a l'impact de la baisse de 5 points de l'IS jusqu'à 500 000 € de chiffre d'affaires, moins 1,2 milliard. L'effet budgétaire décalé de la hausse du CICE l'an dernier pour moins 4 milliards et divers autres allègements pour moins 0,7 milliard. Cela fait en tout 5,9 milliards d'allègements qui, pour l'essentiel, constituent un héritage du précédent gouvernement et relèvent très largement des conventions d'écriture autour du CICE. Restent les détenteurs de capital, qui engrangent les 3,2 milliards de la refonte de l'ISF et les 1,3 milliard du prélèvement forfaitaire sur le capital, soit 4,5 milliards. Si l'on se focalise sur les mesures nouvelles du gouvernement Philippe, on renoue cette année avec la ligne Sarkozy, qui assimile une politique de l'offre à une politique de baisse du niveau général des impôts favorable à ceux qui détiennent le capital et le recyclent, les plus riches en général. Et l'on rompt avec la ligne Hollande, qui avait plutôt privilégié une bascule de l'impôt des entreprises vers les ménages dans un jeu à somme nulle entre les deux types d'acteurs, en accroissant plutôt la barque sur les ménages les plus riches. Finalement, les enrichis du capitalisme sont bien les gagnants de ce budget. Derrière cela, il y a une idée maîtresse. Un pays qui produit de la richesse produit des riches. Et cette richesse gagne plus à être réinvestie dans l'économie réelle et sur le territoire qu'à être taxée à des fins de redistribution. Le gouvernement fait le pari que c'est en créant un climat de confiance en faveur des personnes aisées que l'économie pourra repartir. C'est un vieux débat, mais c'est surtout une politique qui est menée de façon plutôt homéopathique. Si l'on regarde les ordres de grandeur en jeu, si l'on regarde aussi l'impact de ces mesures à plus long terme, lorsque la baisse des cotisations salariales prendront leur plein effet. Si l'on tient compte enfin de la revalorisation de certains minima à horizon 2022. In fine, la révolution annoncée a plus les allures d'une expérimentation que d'un vrai changement de cap à la Reagan ou la Thatcher.